Kigali. Ce que cette ambiguïté signifie, stratégiquement parlant, ambiguïté, double nationalité, congolais et rwandais, ça signifie quoi? Pour le Rwanda, Willy Goma était un patriote à protéger. Pour la RDC, Willy Goma était un traître combattant avec l'ennemi. Pour la communauté internationale, cette double appartenance compliquait toute forme d'action juridique. Sa mort met effectivement fin à ces débats par les armes, quel que soit son lieu de naissance, il est mort sur le sol congolais, combattant l'armée congolaise. C'est ça qui est sûr. Alors, son poids dans l'organisation du 1-23, parce qu'il faut qu'on décortique, qu'on sache véritablement qui est ce monsieur et quel est le poids qu'il laisse derrière, le traumatisme qu'il laisse derrière, la stratégie rwandaise, qu'est-ce que ça va impacter le dispositif au niveau du 1-23 psychologiquement, qu'est-ce que ça crée véritablement pendant que lui n'est plus là. Willy Goma n'était pas un simple exécutant. Plusieurs éléments attestent de son importance stratégique, puisque nous avons les sanctions internationales sur son dos. Le 20 février 2024, il a été inscrit sur la liste des sanctions des Nations Unies. Les motifs officiels est éloquent. Il partage la responsabilité des crimes commis par le 1-23, de meurtre, enlèvement, pillage, recrutement d'enfants soldats, abus sexuels, etc., commerce illégal de minerais, des taxations et des proliférations des armes. Aussi, une cible prioritaire alors, être sanctionné par l'ONU, signifie que votre nom figure sur une liste partagée par tous les services des renseignements du monde. Willy Goma savait qu'il était pisté, pourtant il continuait d'apparaître dans les médias, de se déplacer et de commander. Son rôle dans les négociations, il faut qu'on en parle aussi, lors des processus de paix de Nairobi, Luanda et Doha, Goma, Willy était souvent la voix qui annonçait les positions du mouvement. Il incarnait la ligne dure, terrible, celle qui refusait tout compromis et exigeait des garanties maximales. Et donc, sa disparition pourrait donc faciliter l'émergence d'un morceau d'un côté beaucoup plus modéré. Alors, pourquoi sa mort est un tournant? Une fois qu'on a su ça, l'élimination de Willy Goma n'est pas un succès tactique ordinaire. C'est un coup stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, elle est symbolique. La voix la plus identifiable du M23 s'est arrêtée. Le mouvement va perdre son visage médiatique qui est Willy Goma. Deuxième élément, opérationnel. Un commandant expérimenté des mois sur le terrain avec de décennies de savoir-faire guerrière. Donc, le 1-23 perd absolument un calibre 12. Et psychologiquement, si un cadre aussi protégé peut être éliminé à 3 heures du matin, plus personne n'est en sécurité. Ça, c'est les coups stratégiques, psychologiques dont certains cadres du 1-23 vont devoir porter pendant longtemps. Et politiquement, les négociations futures se feront sans l'un des principaux obstacles à un compromis. Donc, il était absolument nécessaire que ce monsieur soit éliminé. Cher ami, la synthèse pour qu'on avance, parce qu'il est question qu'on puisse connaître à profondeur l'élément, l'identité de ces messieurs, commandant et porte-parole du 1-23 sous sanction de l'ONU. Sa nationalité est controversée, probablement double nationalité, congolais-rwandais. Son rôle, ligne très dure, figure médiatique, décideur militaire. Son poids stratégique était énorme, puisqu'il incarnait la résistance du 1-23 au compromis et impact psychologique de sa mort. C'est un tournant majeur, puisqu'il y aura un vide médiatique, militaire
et politique. Alors, maintenant le chapitre 2, nous allons parler du ciblage à 3 heures du matin, la preuve évidemment aujourd'hui d'une capacité des renseignements de haut niveau de la part de la FARDC. La technologie utilisée, modèle de drone, reconnaissance faciale, et ce que cela révèle sur la capacité de l'armée congolaise. Objectif de ce chapitre est de démontrer que la frappe qui a éliminé Willy Goma ne relève pas du hasard ou d'un simple coup de chance, mais d'une capacité de ciblage, de précision qui place les FARDC à un niveau technologiquement inédit grâce à une synergie avec des partenaires stratégiques. C'est une frappe évidemment chirurgicale à 2h40 du matin. Le détail de l'opération, selon plusieurs sources concordantes, l'opération se déroulait dans la nuit du 23 au 24 février 2026, évidemment, vers 2h40 du matin. La cible, une maison d'habitation située dans une ferme sur la colline qui surplombait la cité minière d'Erubaya dans les territoires de Massissi au nord Kivu. C'est que ce détail révèle ici, l'horaire c'est à 2h40, significativement, stratégiquement, ça veut dire quoi? L'heure où une cible est généralement au repos dans son lieu de résidence identifié. Le lieu, c'est une ferme sur une colline, zone contrôlée par le 1-23, donc normalement une zone sûre pour lui, pour les cadres. Le cible est une résidence privée, nécessite évidemment un renseignement de proximité ou une localisation électronique précise. Et la précision chirurgicale ici, pas de dégâts collatéraux, rapporter ce qui indique une munition guidée. Donc, le colonel Goma, Willy Goma, porte-parole militaire de l'AFC M23, a succombé à cette frappe selon des sources proches du mouvement. Alors, chers amis, les modèles de drones utilisés, Bayraktar TB2 ou une technologie plus avancée. Alors, plusieurs hypothèses circulent sur le type des drones ayant mené cette frappe. L'hypothèse 1, Bayraktar TB2, drone turc. La RDC a acquis des drones de combat Bayraktar TB2 auprès de la Turquie. Dans le cadre de la modernisation militaire, ces drones sont capables de voler à hauteur ou à haute altitude jusqu'à 8000 mètres, rester en station pendant 24 heures, emporter des munitions guidées de précision et transmettre des images en temps réel à un centre de commandement. Hypothèse numéro 2. Drone de reconnaissance faciale, donc une technologie beaucoup plus avancée. Selon notre intuition, selon ce que nous connaissons, nous savons, il pourrait s'agir d'un drone équipé de reconnaissance faciale. Et cette technologie permet de quoi? Ça permet d'identifier une cible spécifique parmi d'autres personnes, de confirmer l'identité avant de déclencher la frappe, de déduire drastiquement ou de réduire drastiquement les risques d'erreur. Alors, ce que disent alors les ressources ou les sources, un commentaire sur un post Facebook évoque que si la mort est attribuée à une frappe de drone, cela ne pourrait pas venir des FARDC puisque le 1-23 avait annoncé il y a quelques semaines la destruction du centre de commandement des drones à Kisangani. Cette objection est intéressante, mais ne résiste pas à l'analyse. Elle révèle surtout que le 1-23 avait identifié la menace et tenté de la neutraliser sans succès véritablement parce que là, un drone a frappé. Les renseignements clés. Une frappe aussi précise à 2h40 du matin ne peut pas être le fruit du hasard. Elle repose bien évidemment sur une chaîne de renseignements complexes
les sources possibles de renseignements pour atteindre une cible aussi importante dans la nuit à 2h40. Probablement, vous avez des agents sur place, informateurs locaux ou infiltration dans l'entourage de Willy Goma. Parce que vous ne pouvez pas l'atteindre comme ça sans qu'il y ait évidemment quelque chose. Ou alors, des renseignements, interception de communication, localisation par téléphone portable, donc il est localisé, on les frappe. Ou alors, par des renseignements électroniques, de surveillance par drone longue, endurance, ayant repéré les habitudes de Willy Goma et au final le frapper. Ou alors, les alliés, les informations provenant des services de renseignement occidentaux, les Américains, la Belgique ou la France. L'heure surtout choisie à 2h40 indique une certitude absolue sur la présence de Willy Goma à cet endroit précis et à ces moments-là. Cela suppose soit qu'il y avait une surveillance continue dans les heures précédentes, ou alors une source interne ayant confirmé que Goma y passerait la nuit là, ou alors une localisation électronique par le téléphone, le GPS, où il était tracé en temps réel. Nous avons aussi l'Africom et les services secrets. C'est la main visible que la plupart ne regardent pas ou ne prêtent pas attention, parce que c'est une hypothèse d'une complicité avec le service américain et cette hypothèse est solidement étayée par les faits récents. En d'autres termes, le 22 janvier 2026, une délégation de l'Africom, conduite par le colonel Michael Gachuru, a visité le FARDC à Kinshasa. L'objectif officiel, examiner les possibilités de coopération en matière de sécurité dans le contexte du rapprochement stratégique entre Kinshasa et Washington. Le colonel Gachuru a salué la volonté et la coopération constante de FARDC pour explorer des moyens de renforcer notre coopération en matière de sécurité et de faire progresser la paix par la force. Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir le FARDC ainsi que les efforts du gouvernement congolais en faveur de la sécurité et de la stabilité. Alors, qu'est-ce que signifie cette visite? Janvier 2026, une préparation du terrain un mois avant la frappe, avant que la cible soit atteinte, Willy Goma. Vous avez le nouveau commandement Africom, engagement stratégique, pas seulement technique, ils se sont engagés véritablement. L'objectif est de progresser la paix par la force. Vous l'avez tous suivi. Progresser la paix par la force, un vocabulaire qui inclut évidemment les opérations cinétiques, comme on vient de le vivre ici. Le contexte que nous connaissons, c'est l'accord de Washington, le cadre global incluant sécurisation de minerais. Donc, les responsables congolais cités par l'actualité CD rappellent certes qu'un protocole de coopération militaire avait déjà été signé en 2020 sans avancée significative. Mais le contexte a changé. Les accords de décembre 2025 ont créé une nouvelle dynamique. Les niveaux du FARDC en 2026, une montée en puissance irréversible, cher ami, puisque les classements global Firepower, donc GFP 2026, confirment une trajectoire ascendante pour la RDC. Le chiffre clé est que nous avons une amélioration significative par rapport aux années précédentes au niveau de l'équipement. Classement africain, nous sommes maintenant 8e, devant des nations militaires stables. Classement mondial, nous sommes 64e, dans la même catégorie que la Finlande, historique permettant l'acquisition des technologies modernes, des drones de combat, aviation, de chasse, blindés, avec une population dépassant les 100 millions d'habitants,
Le réservoir de recrutement est parmi les plus élevés au monde. La mise en œuvre de la loi des programmations militaires commence à porter ses fruits en termes de formation, de logistique et de chaîne de commandement. Et puis, en termes d'expérience, contrairement à de nombreuses armées du haut des classements, les FARDC sont en opération active permanente, ce qui renforce bien évidemment l'expérience tactique sur le terrain. La dépendance aux importations. Ce que cette frappe révèle sur la capacité réelle de FARDC, chers amis, c'est que l'élimination de Willy Goma démontre que le FARDC dispose désormais des renseignements de précision, la localisation exacte d'une cible mouvante à 2h40 du matin, ce n'est pas rien, la capacité de frappe nocturne, la nuit, en d'autres termes, une opération menée de nuit, ce qui requiert des équipements spécifiques, ce n'est pas n'importe quel équipement. La description opérationnelle, le M23 n'a pas détecté la menace avant l'impact. Vous comprenez que, et la chaîne de commandement efficace, une décision politique traduite en action militaire en temps réel, et la coordination interarmée, renseignement, aviation, forces spéciales sont synchronisées. Ce qu'il faut retenir, chers amis, la frappe a eu lieu à 2h40 du matin à Rubaya, dans une zone contrôlée par le M23. Le mode ou le modèle de drone pourrait être un Bayraktar TB2 turc, mais l'hypothèse d'une capacité de reconnaissance faciale, là, il y a absolument ou sûrement un partenariat avec les États-Unis. C'est plausible compte tenu de la précision de l'attaque. Les renseignements est la clé, forcément. Il y a un partage des renseignements avec les Américains qui ont permis de localiser Goma avec certitude, de l'atteindre avec certitude. Et la visite de l'Africom en janvier 2026 et les renforcements de la coopération militaire RDC, États-Unis fournissent les cadres stratégiques de cette opération, dont les FARDC sont en progression constante, 8e armée africaine au classement global, avec des acquisitions technologiques significatives, dont cette frappe démontre une capacité nouvelle. Les FARDC peuvent désormais éliminer des cibles de haut niveau, des nuits, des jours, avec de précision où que la personne se trouve. Le message est clair. Ce qui est arrivé à Willy Goma peut arriver à Nanga, peut arriver à Bissimois, peut arriver à n'importe quel cadre du M23 ou qui se cache à n'importe quelle heure du jour ou de nuit. La donne technologique ici a bel et bien changé. Chers amis, le chapitre 3, certaines personnes sont en bas, déclarent que Willy Goma n'est pas parti. Je pense que vous êtes en train vraiment de rêver, chers amis. Willy Goma est bel et bien parti. L'actualité est sortie des journaux ou de médias rwandais en premier lieu. Et puis partout. Il n'est plus là, les messieurs. Regardez aussi, le 1-23 fait une publication pour déplorer la situation. Le 1-23 a fait une déclaration pour justement souhaiter les condoléances à la famille et aux personnes qui suivaient et qui aimaient ces messieurs-là. Chers amis, la coopération militaire des États-Unis et la RDC, les partages des renseignements et pourquoi les États-Unis avaient intérêt à ce que Willy Goma puisse disparaître. L'objectif ici est de démontrer que l'élimination de Willy Goma n'aurait pas été possible sans une synergie opérationnelle avec le service des renseignements occidentaux, en particulier l'Africom, et que cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de stabilisation régionale pilotée par Washington.
puisque le 22 janvier 2026, une délégation de l'Africom conduite par le colonel Michel Gachourou a visité les FARDC à Kinshasa. Cette visite, passée relativement inaperçue dans les médias du grand public, est en réalité un moment stratégique majeur. Ce que disait la communication officielle. L'objectif était d'examiner les possibilités de coopération en matière de sécurité dans les contextes du rapprochement stratégique entre Kinshasa et Washington. Le colonel Gachourou a salué la volonté et la coopération constante du FARDC pour explorer les moyens de renforcer notre coopération en matière de sécurité et de faire progresser la paix par la force. La paix par la force. Ce que cette visite signifiait réellement, c'est un mois avant la frappe, cher ami. L'interprétation stratégique de ces un mois avant la frappe, c'était une préparation du terrain en termes opérationnels parce que ce monsieur était un gros poisson. Le niveau de commandement de l'Africom, l'interprétation de ce niveau de commandement, c'est un engagement stratégique, pas seulement technique. Les vocabulaires progresser la paix par la force incluaient également les opérations sur le terrain. Donc, pour comprendre l'implication américaine, il faut revenir aux accords signés en décembre 2025 entre la RDC et les États-Unis. Ces accords, souvent présentés comme économiques, ont une dimension sécuritaire essentielle, ce que les accords prouvent ou prévoient. En termes économiques d'abord, l'accès préférentiel aux États-Unis aux minéraux stratégiques congolais, vous avez les coltan, les cobalt, les lithium, etc. Côté sécurité, des coopérations militaires renforcées, formation, renseignement. Et côté politique, un soutien américain à la stabilité de la RDC, plus particulièrement à l'Est. La logique américaine est simple et implacable pour sécuriser l'accès aux minéraux, essentiels aux industries de défense et de hautes technologies. Il faut stabiliser l'Est de la RDC et pour stabiliser l'Est, il faut neutraliser les réseaux qui pillent ces ressources, en particulier le 1-23 et son parrain, le Rwanda. Les renseignements américains, c'est la pièce manquante du FARDC, puisque le FARDC ont montré ces dernières années des progrès significatifs, mais elles conservent évidemment ici des faiblesses structurelles, notamment en matière de renseignement. En matière de renseignement, ce que le FARDC avait avant la frappe, c'était des renseignements humains sur le terrain, donc c'était limité, et des drones Bayraktar TB2, les Congolais, nous avions ça, des capacités de frappe, mais avec une dépendance turque, les renseignements techniques très limités, mais ce que les Américains ont apporté pour faciliter des frappes chirurgicales, les Américains ont apporté des capacités, des renseignements d'origine électromagnétique. Ça change la donne. Ça veut dire quoi? Des renseignements électromagnétiques. C'est des interceptions, des communications, de localisation par téléphone. Ça change la donne. Vous avez également des renseignements géospatial, la donne ou le poids que les Américains ont apporté dans cette dynamique. Ça veut dire quoi? Des renseignements géospatial, c'est des imageries satellites de haute résolution. Et donc, de reconnaissance faciale, l'identification biométrique de cibles spécifiques, notamment Willy Goma. Et donc, ici, l'analyse prédictive, en d'autres termes, la modélisation des mouvements et des habitudes, et donc une frappe à 2h40 du matin sur une cible précise dans une zone contrôlée par l'ennemi, le M23, nécessite évidemment une combinaison de ces capacités nouvelles que seuls les services occidentaux maîtrisent pleinement. C'est
la pièce du puzzle qui est manquée ici, l'armée FARDC. Pourquoi les États-Unis avaient intérêt à éliminer Willy Goma? Chers amis, nous sommes en train de faire une analyse systémique, la compréhension panoramique de la situation pour qu'on ait une vision assez globale, qu'on comprenne un peu les enjeux en termes internes, local, régional et mondial. Il est très important d'avoir un regard panoramique. Chers amis, Willy Goma n'était pas une cible quelconque. Plusieurs raisons expliquent l'intérêt américain à son élimination. D'abord, les sanctions à ONU. Il était sous sanction des Nations Unies depuis février 2024. Sa neutralisation était donc conforme au droit international, ça c'est un. Deuxième élément, une figure de la ligne dure, Willy Goma incarnait les refus de tout compromis. Sa mort peut faciliter l'émergence d'une aile plus négociatrice au sein du 1-23. Quatrième élément, le message à Kigali, éliminer un cadre aussi médiatique. C'est dire au Rwanda, nous savons où sont vos protégés et nous pouvons les atteindre. Quatrième élément, la sécurisation de minerais. Rubaya est l'un des plus grands gisements mondiaux des coltans. Donc un M23 affaibli, c'est aussi un accès plus sûr à ces ressources stratégiques. Donc nous sommes dans la dimension systémique, nous ne restons pas qu'en RDC, il faut apporter une analyse globale. La coopération entre services ne se fait pas de manière spéculaire ou spectaculaire. Elle repose évidemment sur des mécanismes discrets et efficaces. Identification de la cible. Le service américain le font grâce à leurs moyens techniques. Localise Willy Goma à Rubaya. Ils l'ont localisé. Et puis, l'information est transmise aux homologues congolais avec un niveau de confiance élevé. Donc, ça commence par les Américains. Et puis, le FARDC déploie leurs drones Bayraktar ou d'autres moyens en coordination avec les conseillers présents et la confirmation de l'identité. Si le drone dispose des capacités de reconnaissance faciale, hypothèse forte, alors les drones confirment la cible avant l'impact. Et la frappe a eu lieu à 2h43, heure où la cible est statique et identifiable. Donc, prêt à rentrer à la maison, à aller rejoindre son maître en enfer. Les États-Unis sont dans une position complexe dans cette affaire. Voici maintenant l'analyse liée au systémique. Ils sont les garants de l'accord de paix. Washington a parrainé l'accord de décembre 2025. Une escalade militaire pourrait compromettre cet accord. Ça, c'est un. Il y a aussi une relation avec les Rwandais. Kigali reste un partenaire sur certains dossiers liés aux sécurités régionales, lutte contre le terrorisme, etc. Et puis l'opinion publique, une implication trop visible des États-Unis dans des frappes pourrait être mal perçue. Donc, la solution, c'est que les États-Unis préfèrent opérer dans l'ombre, fournir les renseignements, laisser les FARDC exécuter. C'est ce qu'on appelle en stratégie le déni plausible. Les États-Unis peuvent officiellement appeler les calmes ou calmes tout en sachant que leurs partenaires agissent sur le terrain. La synthèse pour qu'on évolue, les amis, ce qu'il faut retenir est que la visite de l'Africom en janvier 2026 a préparé le terrain opérationnel pour ce type de frappe. Parce que le but est d'imposer la paix par la force. Les accords de Washington de décembre 2025 fournissent les cadres stratégiques, la stabilisation de l'Est pour sécuriser l'accès aux minerais.
les capacités américaines. Vous avez ici un dispositif qui comble les lacunes de FARDC en matière de renseignement, de précision. Et Willy Goma était une cible prioritaire sous sanction de l'ONU, figure de la ligne dure, symbole de la résistance du 1-23. Il devrait passer. Et le message ici à Kigali est clair. Les États-Unis peuvent neutraliser le cadre du 1-23 où qu'il se trouve sans problème. Le déni plausible permet à Washington d'agir dans l'ombre tout en préservant sa façade diplomatique. Alors, quelle est maintenant la stratégie de Kinshasa? Chers amis, nous sommes en train d'apporter une analyse systémique. Systémique, c'est ça avec vos mensonges, on en a marre. D'accord, mon ami, allez chercher dans les médias rwandais, vous allez tomber sur, évidemment, cette actualité. La visite présidentielle, les rencontres avec les investisseurs, les soutiens bipartisans et le plan de stabilisation régionale qui prépare évidemment la fin du 1-23. L'objectif ici est de démontrer que la visite de Félix Tshisekedi à Washington, début février 2026, n'était pas un simple voyage diplomatique, mais une opération stratégique majeure visant à sceller une alliance globale avec les États-Unis, dont l'élimination de Willy Goma est la première traduction concrète sur le terrain. Chers amis, les timings stratégiques ici, Félix Tshisekedi a séjourné à Washington le 4 au 6 février. Moins de 3 semaines plus tard, dans la nuit du 23 au 24 février, Willy Goma est éliminé par une frappe de drone à Rubaya. Ce n'est pas une coïncidence. Et donc, visite à Washington les 4 au 6. Une préparation politique et sécuritaire du terrain. C'était ça le projet. Alors, frappe sur Goma le 23, 24 février, exécution opérationnelle. La personne n'est plus là. Le délai, 18 jours. Donc, les temps nécessaires pour transformer les accords politiques en actions militaires. La chronologie suggère fortement que les discussions de Washington ont inclus des aspects sécuritaires et que l'élimination de Goma, Willy Goma, a été planifiée dans ce cadre. Puisque Goma, ce n'est pas n'importe qui, c'est un gros poisson, c'est lui qui a la visibilité, c'est lui qui humilie Kinshasa par ses prises de parole, en passant dans les médias. Donc, Willy Goma n'est pas n'importe qui. Il faut le comprendre comme ça. C'est un message fort et puissant, envoyé évidemment à la psychologie des troupes et surtout à leur maître d'orchestre, M. Paul Kagame. Donc, la chronologie suggère fortement que les discussions à Washington ont inclus des aspects sécuritaires et que l'élimination de Goma a été planifiée dans ces cadres. De son arrivée à Washington, nous parlons ici de Félix, le mercredi 4 février, le président Tshisekedi a enchaîné les réunions stratégiques avec les institutions financières américaines, avec John Jovanovic, président de Dexmin Bank, pour le renforcement du partenariat stratégique RDC-États-Unis sur le minerai critique. Il va rencontrer aussi Connor Coleman, ici International Développement Finance et Corporation. Le but est de soutenir un soutien à la vision économique du gouvernement congolais. Il va rencontrer aussi George Kolitaide, département of War Economy, Warfare United. Les amis, je ne maîtrise pas bien l'anglais. Le but est de la sécurisation et la valorisation de minerais critiques. Donc, la présence de George Kolitaide, conseiller principal au bureau du secrétaire adjoint de la guerre et directeur de l'économie Warfare United, est particulièrement significative
Cette unité est spécialisée dans la guerre économique et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement stratégiques. Son implication directe indique que les discussions ont dépassé le cadre économique pour toucher aux aspects sécuritaires et de défense. Avec les élus américains, les soutiens directs, vous avez Jim Reich, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, c'est un républicain, ils se sont rencontrés avec Félix. Vous avez Cynthia Jeanne Shaha, sénatrice membre de la Commission, c'est une démocrate. Brian Mast, président du House Forum Affaires Commit, républicain. Marco Rubio et d'autres figures emblématiques. Donc, cette couverture bipartisane est essentielle. Elle signifie que le soutien à la RDC transcende les clivages politiques américains, garantissant la pérennité même en cas d'alternance. Les contenus de discussion, chers amis, les discussions ont porté sur 3 priorités clairement identifiées. L'implication de la médiation américaine dans les efforts de paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. La sécurisation de chaînes d'approvisionnement et des métaux stratégiques. La promotion des investissements responsables. Donc, la déclaration conjointe du 5 février 2026 est les documents les plus importants pour comprendre les cadres stratégiques. Elle stipule explicitement, les délégations ont réaffirmé que la paix et la sécurité sont fondamentales pour les objectifs de l'accord de partenariat stratégique et ont discuté des efforts en cours de 2 côtés pour faire progresser la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les parties ont souligné que le développement du partenariat stratégique ne peut être dissocié à la consolidation de la paix, de la sécurité, de la préservation de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la RDC, qui en constitue évidemment les fondements fondamentaux. Ça veut dire quoi? Les États-Unis lient désormais explicitement leur coopération économique avec la RDC à la stabilité de l'Est. En clair, nous investissons dans vos minéraux, mais nous exigeons que vous sécurisez les zones où ils se trouvent et nous vous aiderons à les faire. C'est ce qu'ils ont commencé à faire avec l'élimination de Willy Goma. Vous avez aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, le projet Volt. C'est quoi le projet Volt? C'est le cœur, évidemment, du dispositif. C'est un élément clé de discussion. OK? C'est quoi réellement? Le projet Volt est un programme américain de stockage stratégique de minerais critiques. Il vise à constituer des réserves de minerais essentiels à l'industrie de défense et de la transformation énergétique hors des portées de l'influence chinoise. La RDC a désigné une liste initiale d'actifs des réserves stratégiques. Les entreprises américaines recevront un accès préférentiel à ces actifs. En contrepartie, les États-Unis s'engagent à aider à sécuriser ces ressources. L'objectif est d'encourager la transformation locale et la création de chaînes de valeur industrielles. Donc, le message américain est clair. Nous voulons vos minéraux, mais nous voulons qu'ils soient extraits dans des conditions stables de sécurité et nous sommes prêts à vous aider à créer les conditions de cette stabilité. Donc, la présence de Georges Kolitide, directeur de l'Economic Welfare United, est un signal puissant. Cette unité est spécialisée dans la sécurisation de chaînes d'approvisionnement critiques pour la défense américaine, la lutte contre l'influence économique adverse, notamment la Chine,
et l'identification des vulnérabilités stratégiques, la coordination entre les instruments économiques et militaires de la puissance américaine. Son implication signifie que les minéraux congolais sont désormais considérés comme un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis. Vous avez suivi quelqu'un, un sénateur, dire que M. Paul Kagame était devenu un danger pour la sécurité américaine. D'accord. Les minéraux congolais sont désormais considérés comme un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis. La stabilité de l'Est de la RDC est un objectif stratégique américain et le moyen du département de défense, renseignement, logistique, formation, peuvent être mobilisés pour atteindre évidemment cet objectif. Chers amis, la République démocratique du Congo est aujourd'hui au cœur d'un basculement stratégique mondial. Non pas en raison d'un effet d'annonce ou d'un slogan politique, mais à cause d'une réalité structurelle, la transition énergétique mondiale et la rivalité stratégique entre les grandes puissances replacent le minerai critique au centre de l'économie globale. Donc, chers amis, nous avons compris ceci. Le business, le 7 février 2026, un US 2RC s'est tenu à la Chambre des commerces américaine. Des entreprises comme Mercuria, géant du négoce de matières premières, y ont participé, représentés par leur responsable mondial, les métaux et mines. L'objectif, c'est de renforcer et consolider les priorités partagées entre les États-Unis et la RDC concernant les chaînes d'approvisionnement et le minerai critique, les normes d'approvisionnement responsables et le développement des infrastructures. Dont la présence du secteur privé est cruciale, elle garantit que les accords politiques se traduisent en investissements concrets, créant un intérêt économique américain direct à la stabilité de la RDC. Comment cette visite se relie-t-elle à la frappe du 24 février pour éliminer Willy Goma? Pour la bonne compréhension, le cadre stratégique. Les accords de Washington lient explicitement coopération économique et stabilisation de l'Est. L'objectif opérationnel, la sécurisation de minerais de l'Est, notamment à Rubaya, zone du coltan, nécessite de neutraliser les groupes armés qui les contrôlent, notamment le M23. Les moyens mis à disposition. La coopération militaire, notamment le partage des renseignements, a été renforcé. Visite de l'Africom en janvier pour permettre ce type d'opération et de neutraliser Willy Goma. Le message, c'est simple. L'élimination de Willy Goma est une démonstration de la nouvelle capacité conjointe États-Unis, RDC, à frapper des cibles de haut niveau, à frapper des cibles de qualité, comme évidemment ce monsieur Willy Goma et d'autres personnes restent aussi. Et je crois que psychologiquement, c'est un impact de haut niveau. Monsieur Nanga, Bissimwa, tous ces gens-là sont en panique extrême. La crédibilité est que elle prouve que les engagements pris à Washington ont une traduction concrète sur le terrain. Chers amis, ce qui s'est passé, ou ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se passait pas à l'époque. C'était impossible de vivre ça. La synthèse pour qu'on puisse évoluer calmement, chers amis, c'était impossible de vivre ça. Ce que cette frappe signifie pour Kigali et Kampala, ça signifie la fin de l'impunité, l'option de la sortie dans les calmes,
L'objectif ici est très simple. Démontrer que l'élimination de Willy Goma dépasse les cadres tactiques pour constituer un message stratégique adressé directement aux puissances qui soutiennent la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier le Rwanda et l'Ouganda, et que ce message ouvre une nouvelle phase dans la reconfiguration régionale. En d'autres termes, pour comprendre ce que la mort de Willy Goma représente pour le Rwanda, il faut d'abord mesurer son importance réelle aux yeux de Kigali. Son importance réelle aux yeux de Kigali. Son statut juridique et politique. Selon la fiche des Nations Unies, Willy Goma a été inscrit sur la liste des sanctions le 20 février 2024 pour son rôle au sein du 1-23. Il est qualifié de chef militaire et porte-parole d'une milice congolaise ayant reçu un soutien de l'extérieur de la RDC. Cette formulation diplomatique désigne évidemment les Rwandais. Les motifs des sanctions sont accablants: crimes directs de Willy Goma, meurtre, enlèvement, pillage, recrutement d'enfants soldats, abus sexuels, etc. L'activité illégale, commerce illicite de minerais, taxation forcée, prolifération d'armes, etc. Et la responsabilité, partage la responsabilité de crimes du 1-23 en tant que porte-parole justifiant les attaques. Ce que Goma a représenté pour Kigali, opérationnellement sur le terrain, un commandant expérimenté, relais sur le terrain des intérêts rwandais. Un commandant expérimenté, donc une tête expérimentée, qui vaut 10 000 fois la tête de Nanga. Puisque Nanga n'a aucune expérience, Nanga n'a pas d'expertise sur le terrain, mais ce monsieur avait l'expérience du terrain, etc., des intérêts rwandais. Et puis au niveau médiatique, c'est la voix qui portait le récit du 1-23 à l'international, contrant la communication de Kinshasa. Donc lui, il était là pour frapper et pour nuire et brouiller, déconstruire, salir l'image de Kinshasa. Il passait dans les médias, donc c'était vraiment l'homme qui avait les mots à la place qu'il faut pour évidemment détruire et aussi recruter, parce que beaucoup de gens voulaient faire des photos avec lui. Vous comprenez? Donc, médiatiquement, c'est la voix qui portait le récit du 1-23 au niveau international. Ce n'était pas n'importe qui. Et en termes politiques, un loyaliste garant de la ligne dure proche de Kigali au sein du mouvement et symboliquement la preuve vivante de l'engagement rwandais, puisque sa sécurité dépendait de la protection de Kigali. Et c'est aussi un message renvoyé à Kagame que nous pouvons atteindre vos plus proches protégés, où qu'ils se trouvent. Nous avons maintenant, nous, les FARDC, avec l'appui des Américains, la capacité de vous atteindre où vous êtes. Et donc, sa mort est donc un coup dur, multidimensionnel pour le dispositif rwandais dans l'Est. Pourquoi l'information est sortie par les Rwandais en premier lieu pour ceux qui ne croient pas? C'est une question cruciale que nous voulons poser. Le fait que le média rwandais ait été parmi les premiers à relayer l'information, parfois même avant les sources congolaises, mérite évidemment ici une analyse stratégique, une analyse approfondie. Ça mérite véritablement une analyse. Premièrement, hypothèse, le Rwanda a perdu le contrôle de la communication. Explication. Le régime rwandais, surpris par l'efficacité de la frappe du FARDC, n'a pas pu contenir l'information
qui a fuité via ses propres réseaux. Ça, c'est l'hypothèse 1. Donc, c'est crédible. C'est ce qui aurait pu se passer. Et puis, deuxième hypothèse, le test de réaction. Kigali a volontairement lâché l'information pour observer les réactions du M23, de Kinshasa et de la communauté internationale avant de prendre position. Ça, c'est peu crédible, c'est moyen, peut-être. Troisième élément, c'est la déstabilisation interne du M23, des factions au sein du M23 opposées à la tutelle rwandaise auraient fait fuiter l'information pour créer un rapport de force. Ça aussi, c'est faible. Est-ce qu'on va s'arrêter là? C'était faible. Ou alors, un malaise stratégique, les Rwandais, réalisant qu'ils ne peuvent plus protéger ses protégés, laissent filtrer l'information pour frapper l'opinion à un éventuel retrait. Ça, c'est peut-être possible. Chers amis, l'analyse la plus probable ici est que le Rwanda ait pris de court l'élimination de Willy Goma, un cadre hautement protégé et médiatisé, démontre que les FARDC, avec l'appui technique américain, ont désormais une capacité d'action que Kigali ne peut plus contrer. Ceux qui disent qu'ils sont à Kigali et que l'info n'est pas vraie, je vous en prie, réveillez-vous. Il faut vous réveiller, d'accord? Bolamuka. Et donc, face à cette nouvelle donne, le régime de Kigali perd ses repères. Il ne peut pas nier l'évidence parce que c'est trop médiatisé. Il ne peut pas avouer son implication sans perdre la face. Il ne peut pas protéger ses autres protégés si la même technologie est déployée ailleurs. Il est fragilisé. Et donc, la fuite par le média rwandais traduit donc un désarroi stratégique. C'est la communication de crise d'un régime, évidemment, qui réalise que son bouclier ne fonctionne plus. Chers amis, le message à Paul Kagame, nous savons où vous êtes, nous pouvons vous atteindre facilement. La RDC est montée en gamme. L'élimination de Willy Goma à 2h43 du matin, dans une zone contrôlée par le 1-23, est un message en soi, mais ce message s'adresse au moins autant à Kigali qu'au 1-23 lui-même. Les décodages du message, précision horaire, la frappe s'est faite à 2h43. Qu'est-ce que cela signifie pour Kigali? Nous savons où dorment vos protégés, à toute heure, on peut les frapper. Élément du message, la localisation Arubaya. Signification pour Kigali. Même dans vos zones les plus sécurisées, nous pouvons vous atteindre. Élément du message, le cible ou la cible, porte-parole, la personne emblématique, la personne qui a eu toujours l'habitude d'insulter Kinshasa. Signification, nous visons les figures les plus exposées, les plus symboliques. Donc, nous visons les têtes, les cerveaux, comme Israël le fait un peu partout, au Liban, en Syrie, etc., et même au Qatar. Et, élément du message, la technologie, drone, reconnaissance faciale, le message pour Kagame, nos moyens dépassent désormais vos capacités de protection. Nous pouvons frapper ici à tout moment. Ce que cela signifie concrètement pour Kigali ici, explication, c'est la fin de l'impunité géographique. La conséquence est que aucun cadre du 1-23 n'est plus en sécurité où qu'il se cache dans l'Est. Explication, la vulnérabilité des soutiens rwandais. Si les FARDC peuvent identifier et frapper Goma, Willy Goma, elles peuvent potentiellement identifier et frapper d'autres cibles liées au Rwanda. Le message, explication également, une remise en cause de la stratégie de déni plausible. Le Rwanda ne peut plus prétendre ne pas être impliqué quand ses protégés sont éliminés
un par un. Chers amis, le coup politique qui est très sévère, chaque frappe réussie est une défaite pour Kigali sur la scène internationale. Donc la sortie dans le calme, c'est une option qui est déposée sur la table. Nous comprenons quoi? Cette frappe vise aussi à offrir une sortie dans le calme aux perturbateurs régionaux et extrêmement pertinentes. Examinons un peu cette hypothèse. La logique de la sortie dans les calmes. Nous avons la démonstration de la force. Les FARDC appuyés par les Américains montrent leur nouvelle capacité à frapper avec précision. La nuit, il fait nuit, on frappe et pas de dégâts collatéraux, mais on frappe la nuit pendant que tout le monde dorme. Donc, c'est un peu les techniques des Israéliens. Le message implicite, nous pouvons détruire votre dispositif, mais nous préférons une solution négociée. C'est le message que Kinshasa est en train d'envoyer à Kigali. La fenêtre de sortie, les Rwandais peuvent négocier un retrait digne de ses soutiens au 1-23, ou alors invoquant la nouvelle donne technologique. La préservation des intérêts, Kigali peut sauver l'essentiel, peut sauver son image, ses relations internationales, en cédant sur l'Est à Bimaye Moko Malembe. C'est que Kagame doit peser. C'est que Kagame doit peser, s'entêter. L'avantage pour lui, c'est le maintenir l'influence régionale à court terme. Mais l'inconvénient pour lui, c'est le risque d'escalade, une perte accrue, l'isolement diplomatique. Négocier un retrait, il peut le faire. L'avantage pour lui, c'est de sauver sa face, préserver les relations avec les États-Unis. On lui laisse encore cette chance-là. Parce qu'il reste encore aujourd'hui un partenaire stratégique lié à la sécurité. L'inconvénient pour lui, c'est une perte d'influence sur l'Est, contestation interne potentielle, il risque d'avoir des problèmes dans son pays. Option, pour lui, changer de stratégie. En d'autres termes, l'avantage pour lui est de passer à des proxys moins exposés, plus discrets. Mais l'inconvénient, c'est la perte du temps, risque que les proxys soient aussi ciblés. Donc, le précédent des négociations de Washington, 2025, en décembre, l'accord signé sous égide américaine prévoyait déjà un cadre de désengagement. La frappe sur Goma, Willy Goma, est une incitation supplémentaire à respecter évidemment cet accord. On incite, on force M. Kagame à respecter l'accord. Museveni est aussi dans les viseurs, l'Ouganda aussi concerné. Si le Rwanda est la cible principale du message, l'Ouganda de Yoweri Museveni n'est pas oublié. Plusieurs raisons expliquent cette inclusion de sa part. Complicité historique de l'Ouganda. L'Ouganda a soutenu le MLC de Bemba et diverses rébellions dans l'Est depuis des décennies. On lui envoie aussi un message à lui. Des intérêts économiques, des réseaux ougandaises sont impliqués dans l'exportation licite des ressources de l'Est, notamment de l'or. Des rivalités avec les Rwandais, Kampala et Kigali sont à la fois alliés et concurrents dans la prédation de nos ressources. C'est aussi un message pour lui. Si Kagame peut être contraint de reculer, Museveni doit comprendre que son tour va venir. Dans le message aussi renvoyé par cette neutralisation de Willy Goma à Rubaya, le message à Kampala, ne profitez pas d'un événement désengagement rwandais pour prendre sa place. La même capacité de frappe peut s'appliquer aussi à vous protéger. Sachez-le que le FARDC monte en puissance. Donc, la mort de Willy Goma a un impact psychologique
considérable sur les combattants du M23. Puisque avant que la frappe se matérialise, il y avait un sentiment d'impunité. Nous sommes protégés par les Rwandais. Personne ne peut nous bousculer. Il y avait une capacité de communication structurée autour des figures médiatiques donc de ces messieurs qui est parti. Une morale basée sur l'idée que les FARDC ne peuvent pas nous atteindre dans leur zone, puisque le FARDC est complètement déconnecté de la réalité liée à la guerre. Le FARDC est faible. Voici la vision, la perception qu'avait ici le 1-23, considérant que le FARDC sont nuls. Ils n'ont aucune efficacité et n'ont aucune marge de manœuvre. Ils ne feront que fuir et reculer parce qu'en interne, nous avons nos hommes. Mais après la frappe, la donne change, puisqu'il y a un élément psychologique accru qu'il faut identifier. Les sentiments de vulnérabilité a habillé maintenant le M23. Si Goma a été touché, Willy Goma massacré, à 2h43, alors dans l'esprit des combattants du M23, dans le chef de responsable du M23, personne n'est en sécurité, il faut le savoir. C'est le message que Israël avait envoyé aux ennemis en envoyant un drone pour éliminer le chef d'un mouvement rebelle, d'un mouvement hostile à Israël au Qatar. En plein Qatar, un chef rebelle hostile à Israël a été touché. Donc, le message était envoyé à tous ces pays qui recevaient évidemment les gens hostiles à la sécurité d'Israël. Le message est envoyé aussi. Attention, nous pouvons vous atteindre, même la nuit, à 2h43. On peut vous détecter et vous avoir. Donc, évidemment, ici, il y a une déstabilisation psychologique de la part des combattants et surtout des chefs, des cadres. L'élément psychologique encore, une perte de repères médiatiques puisque la voix qui expliquait et justifiait les actions n'est plus là. Willy Goma qui parlait, Willy Goma qui montrait les troupes, etc. C'est lui qui insultait Kinshasa, c'est lui qui était beaucoup plus visible, médiatiquement exposé. Il n'est plus là. Il est parti. Alors, des doutes sur la projection rwandaise. Kigali nous a-t-il abandonnés? Peut-il encore nous protéger puisque Willy Goma est abattu? Là où nous avons la gestion. Rubaya, là où nous avons la gestion. Est-ce que Kagame peut encore nous protéger? Donc, une tentation de défection, forcément, des cadres moins engagés peuvent chercher à négocier leur survie parce que si on peut abattre un homme comme Willy Goma, qui peut s'échapper? Si on peut le toucher dans une zone protégée, puisque lui-même étant protégé par les Rwandais, qui peut être protégé? Est-ce que Nanga peut être protégé? Est-ce que Bissimo peut être protégé? Est-ce que Biamungu peut être protégé? Si on peut toucher l'homme de médias, si on peut toucher l'homme expérimenté, le colonel, l'homme protégé par l'armée rwandaise, si celui-là peut toucher, qui peut être protégé? Voici l'impact psychologique des troupes et des hommes du M23 et surtout des cadres. Et donc, le niveau moral du M23 est au plus bas depuis. C'est une opportunité stratégique pour le FARDC et leurs alliés d'enchaîner encore une autre personne. Nanga et les autres opposants, la peur du ciblage s'est imposée maintenant. Notre question sur l'impact de cette frappe sur l'opposition congolaise est cruciale, évidemment. Des figures comme Nanga,
Si nous faisons référence évidemment aux opposants spécifiques ou d'autres personnalités politiques, ils doivent tirer la leçon de cet événement. C'est un message systémique. Ça concerne même les politiciens chez nous. Cette frappe chirurgicale ne s'est pas faite avec seulement la force de l'armée congolaise. Nada. Cette frappe s'est faite avec une collaboration de haut niveau avec les Américains. Une collaboration de haut niveau pour le ciblage, etc. 2h30, surveillance et la frappe. Et donc, il y a là véritablement une collaboration, une forme d'adhésion de deux pays, la RDC et les États-Unis. Donc, ce que cette frappe signifie pour les opposants ou pour l'opposant, la capacité technique de l'État congolais, les FARDC peuvent désormais localiser et frapper avec précision. La capacité technique aujourd'hui de FARDC, dans le chef de beaucoup d'opposants, dans le chef des rebelles, ils savent que les cerveaux moteurs des personnes qui sont protégées directement par l'armée rwandaise, ils intègrent maintenant l'idée selon laquelle que le FARDC peuvent désormais vous localiser, vous frapper avec précision. Nous avons les renseignements des pointes. Si l'État peut identifier Willy Goma à 2h43, il peut identifier d'autres cibles facilement. Et donc, la peur est dans le ventre. Fin de l'impunité virtuelle, les discours sur les réseaux sociaux ne protègent pas des frappes réelles. Et donc, chers amis, nécessité de clarifier son camp. Ceux qui jouent un double jeu, parler à Kinshasa, tout en étant proches des réseaux de l'Est, sont désormais exposés. Donc, le message implicite ici, si vous êtes avec le pays, vous êtes protégé par l'État. Si vous êtes avec ceux qui déstabilisent le pays, vous pouvez être traité comme Willy Goma. L'élimination de Willy Goma, cher Congolais, cher Africains, s'inscrit dans une réconfiguration plus large de l'équilibre régional. Ne restons pas seulement en RDC. Il faut sortir et lire, avoir une vision globale, panoramique, pour avoir une bonne compréhension de cette frappe chirurgicale qui a visé un cerveau. On n'a pas visé une brigade, mais on a visé un homme. Ça veut dire que vous faites tomber la tête, les corps tombent. Il n'est plus nécessaire de faire de guerre pour détruire des troupes ou détruire des personnes dont des cerveaux se tentaient de tirer. Il est question de faire des frappes chirurgicales. Vous éliminez des cerveaux. Nanga, Bissimwa, Willy Goma. Vous éliminez, vous faites tomber les têtes et les corps tombent. Est-ce que nous comprenons ça? L'élimination de Willy Goma s'inscrit dans une configuration plus large de l'équilibre régional, le pilier de l'ancien ordre, hégémonie rwandaise sur l'Est via ses proxys, l'impunité des réseaux de prédation, la faiblesse chronique de FARDC, indifférence relative des grandes puissances, le pilier du nouvel ordre mondial maintenant, les choses ont changé, la capacité militaire congolaise, en d'autres termes, le FARDC a modernisé son armée, appuyée par des drones et du renseignement, des pointes américaines. Aujourd'hui, engagement américain direct, les minéraux congolais sont désormais un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis. Donc, il faut la protection, il faut absolument
relever le niveau de puissance du FARDC. Fin de l'impunité, les cadres de groupes armés peuvent être ciblés où qu'ils se trouvent aujourd'hui. L'impunité est désormais chose passée. La pression sur le Rwanda, Kigali doit choisir entre retrait négocié ou confrontation coûteuse. Le scénario probable à moyen terme, poursuite des frappes ciblées contre le cadre du M23 et des autres groupes armés. Scénario probable au moyen terme, donc ce qui peut se passer demain, même aujourd'hui soir. La pression diplomatique accrue sur le Rwanda via les États-Unis et l'Union européenne. Le repli progressif du M23 face à la perte de ses cadres et de sa capacité de nuisance. Quatrième élément, la négociation de retrait sous médiation internationale des États-Unis, l'Angola et le Kenya, de réintégration possible de certains éléments du M23 dans le processus de paix sans leur cadre le plus compromis parce que la justice doit parler, ils doivent aller en prison. Chers amis, nous avons compris ceci. Pourquoi l'information est sortie par les Rwandais en premier lieu? Certaines personnes disent encore ici que c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais laissez-moi vous dire que c'est les Rwandais qui a fait sortir l'info en premier. Nous allons analyser ça. Pour la compréhension, nous voulons être vraiment analytiques, profonds et systémiques. Très important d'avoir un regard panoramique sur la situation qui prévaut ici en RDC. L'objectif ici est de décrypter la signification stratégique du fait que le média rwandais ait été parmi les premiers à annoncer la mort de Willy Goma. Parfois avant même les sources congolaises et en tirer les enseignements sur l'état du régime de Kigali, ses fragilités et sa nouvelle donne informationnelle dans la région. Comprendre l'état psychologique, l'état d'esprit du Kagame. Selon plusieurs sources concordantes, l'information sur la mort de Willy Goma a commencé à circuler via des sources proches du M23, puis a été relayée par des médias rwandais avant d'être confirmée ou reprise par les médias congolais. Et donc, ce constat est contre-intuitif. Normalement, c'est Kinshasa qui aurait dû communiquer en premier sur un succès militaire aussi important. Le fait que ce soit les camps adverses qui aient lâché l'information est un signal fort qui mérite une analyse, cher ami, approfondie. Ça veut dire, les sources proches du 1-23, le premier, nuit de 23 à 24 février, donc une fuite interne, ça dit que Kigali a perdu le contrôle. Ce sont les éléments du 1-23 qui ont lâché les morceaux, alors qu'ils ne devraient pas lâcher les morceaux. Ou le média rwandais, très rapidement, ils ont lâché les morceaux. Une volonté peut-être de contrôler les récits avant les autres. Les médias congolais, plus tard, communication officielle en préparation, ce n'est pas encore lancé. Les hypothèses stratégiques et que plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces phénomènes, examinons-le une par une. La perte de contrôle de la communication, donc le désarroi. L'hypothèse la plus plausible est celle d'un régime pris de court. Willy Goma a été une figure majeure sous sanction des Nations Unies. Depuis février 2024, sa mort survenue à 2h40 du matin sans une zone théoriquement contrôlée par le M23. Dans une zone plutôt théoriquement contrôlée par le M23, a créé un choc au sein de l'appareil rwandais. L'absence de démenti, jusqu'aujourd'hui, personne n'a démenti cette mort. Le Rwanda n'a pas pu organiser une contre-information crédible
Il n'y a pas de démenti sur Facebook, sur n'importe quelle chaîne, n'importe quel réseau ou canal de communication. Il n'y a pas de démenti. Ou alors, une fuite multiple des cadres du 1-23 où des officiers rwandais ont parlé sans ordre pour lâcher l'info. Ou alors un délai avant communication officielle. Aucune déclaration cohérente du 1-23 ou de Kigali n'est intervenue rapidement. Les 1-23 ont annoncé ça beaucoup plus tard. On souhaitait les condoléances aux familles et aux personnes qui supportaient Willy Goma. Mais c'est beaucoup plus tard. L'hypothèse numéro 2 est que la volonté de contrôler les Russes. Les amis, il est vrai que vous ne m'aidez pas, vous ne me soutenez pas. Je suis à 18 cas alors que nous sommes à plus de, nous avons dépassé les 300. Ce n'est pas gentil de votre part. Ce n'est pas gentil de votre part. Une information, tout ce que je vous donne ici, en principe, je devrais vous faire payer. En principe. Parce que moi, j'ai travaillé pour ça. J'ai passé mon temps à bosser pour vous apporter une consommation assez correcte et efficace. Vous êtes là, vous ne m'aidez pas, vous ne m'encouragez pas. Au contraire, vous faites le nécessaire pour que mon live puisse ralentir. Ce n'est pas normal, chers amis. To Sungala. Moi, je vous apporte des éléments puisque j'ai en amont travaillé et pour vous servir. Et de votre côté, faites aussi votre possible pour ne pas que nous puissions chuter parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait plus de 300 personnes. Nous sommes à 21. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Soutenez-nous afin qu'on évolue, que la chaîne évolue. Merci. La volonté de contrôler les récits. Une autre hypothèse est que Kigali, conscient que l'information finirait par sortir, a préféré la lâcher en premier pour en contrôler la narration. Alors, objectif possible ici. Nous allons directement pour analyser. C'est que le profit de Willy Goma nous apprend ici. Pour comprendre pourquoi sa mort crée un tel séisme, il faut mesurer son importance réelle. Les Nations Unies ont publié un résumé détaillé des motifs de son inscription sur la liste des sanctions. Pour comprendre pourquoi sa mort crée un tel séisme, il est question de savoir en amont qui étaient ces messieurs. Un dirigeant militaire et porte-parole du 1-23, pas n'importe qui. Responsabilité, le monsieur partage la responsabilité de crime du groupe, puisque il est parmi les ténors. Acte reproché, il est reproché de meurtres, des enlèvements, de pillages, de recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, commerce illicite, exploitation minière, prélèvement de taxes illicites, de prolifération d'armes. Responsable de la justification et des promotions des attaques contre les civils. Il justifie les attaques, la prise d'armes. Donc, les rapports finaux du groupe d'experts de l'ONU de 2023 mentionnent son nom dans des annexes consacrées à la direction du M23 et à ses équipements militaires. Lors de la prise de Goma, plusieurs vidéos relayées par des médias internationaux, TV5, France 24, le montraient supervisant l'embarquement de militaires européens trouvés sur place en vue de leur acheminement vers les Rwandais. Il était le cerveau à la tête. Dans cette image de superviser l'embarquement de militaires européens pour les acheminer au Rwanda, a marqué les esprits. Willy Goma n'était pas un chef de guerre anonyme, c'était le visage public du M23. Ce n'était pas n'importe qui, il était à la tête et c'est lui-même qui menaçait le mercenaire européen. C'est lui qui était à la tête,
qui menaçaient les mercenaires européens, les considérant comme des enfants. Et donc, c'est lui qui est sorti, c'est lui qui était à la tête, c'est lui qui était l'organisateur, à la tête de l'organigramme. Il s'est montré que c'est lui qui était le cerveau moteur. Après Kagame, c'est lui. Ce que la fuite révèle sur l'état du régime rwandais, la fuite de l'information, l'incapacité à contrôler l'information sur une mort aussi symbolique en dit long sur l'état interne du régime de Kigali. Le pilier du système rwandais habituel contrôle de l'information. En d'autres termes, la communication est centralisée, verrouillée et orientée. Ça, c'est le pilier du système rwandais. La communication est contrôlée. La communication est centralisée et orientée. La discipline des cadres au Rwanda. Les responsables rwandais et leurs alliés ne parlent pas sans ordre. Et le récit cohérent, les régimes imposent une seule version des faits. Ce qui s'est passé cette fois, le pilier, les contrôles de l'information, dysfonctionnement constaté dans cet appareil disciplinaire, des fuites ont eu lieu, des médias rwandais ont parlé sans ligne directrice claire. La discipline des cadres, des sources proches du M23 ont parlé, ce qui suppose que des cadres du mouvement ou des officiers rwandais ont divulgué l'information. Et de récit cohérent, aucune communication officielle du M23 ou du Rwanda n'est intervenue rapidement. Et donc, le régime rwandais montre des signes de fragilité informationnelle pris de court par l'efficacité de frappe de la RDC. Il n'a pas eu le temps d'organiser sa communication. Les fuites relèvent des tensions internes et des pertes de repères dans un système habituellement très discipliné. La stratégie de communication de Kinshasa, effectivement face à cette fuite, quelle a été la stratégie de Kinshasa alors? Ce que Kinshasa a fait, laisser fuiter en ne communiquant pas immédiatement, Kinshasa a laissé les camps adverses s'enfoncer dans ses contradictions. Kinshasa a observé, les services des renseignements ont probablement analysé les faits ou les fuites pour cartographier les tensions au sein du M23 et du dispositif rwandais. Kinshasa a préparé une communication maîtrisée. La communication officielle, quand elle est intervenue, a pu être calibrée en fonction des réactions déjà observées sur le terrain. Et donc, c'est que cette stratégie révèle la maturité. Kinshasa ne réagit plus dans l'urgence, mais avec méthode. La confiance, le pouvoir est suffisamment sûr de sa force pour laisser l'adversaire se dévoiler. La coordination, la communication est probablement coordonnée avec les partenaires stratégiques. Nous parlons ici des États-Unis et de l'Union européenne. Alors, chers amis, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Parce que j'arrive à la fin